Nous voici à présent à l'université de Graz, en Autriche, où l'on étudie de près cet organe complexe qu'est l'intestin. À nos côtés, le professeur Holzer. Bonjour. Votre spécialité, la neurogastro-entérologie. C'est un mot compliqué, vous nous le traduisez? Oui, neurogastro-entérologie est un terme effectivement un peu barbare. Il est apparu dans les années 1990 seulement. C'est une discipline à cheval entre la gastro-entérologie et la neurophysiologie, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre le cerveau et les intestins. L'intestin possède en effet tout un réseau de neurones connectés entre eux et avec le cerveau. Tout le monde sait qu'il y a des neurones dans le cerveau, mais la présence de cellules neuronales dans l'intestin est une découverte assez récente. Il comprend autant de neurones que la moelle épinière, si ce n'est davantage. Ce qui veut dire que l'intestin est un de nos organes les plus importants? Absolument. C'est un organe essentiel. Nous ne pourrions pas vivre sans intestin. Et son rôle ne se limite pas à la digestion. C'est sa fonction principale, indiscutablement. Mais l'intestin transmet également au cerveau un grand nombre d'informations. Et nous commençons peu à peu à comprendre comment le cerveau exploite ces informations. L'intestin a donc beaucoup à nous apprendre. Mais comment et à quel point agit-il sur nous exactement? L'intestin peut-il réellement agir sur un mécanisme aussi complexe que le comportement? Si oui, c'est qu'il communique forcément avec le cerveau. Intestin et cerveau sont bien sûr séparés, mais les anatomistes savent en effet depuis longtemps que les deux organes sont reliés par une liaison nerveuse, le nerf vague. Il descend du crâne en longeant l'œsophage et se termine dans l'abdomen où une partie de ses nombreuses ramifications entoure l'intestin. Depuis quelques années, le nerf vague est au centre de toutes les attentions. Les découvertes scientifiques se multiplient. Au moins 80% des fibres du nerf vague sont à sens unique, de l'abdomen vers le cerveau. L'intestin envoie donc plus d'informations au cerveau que l'inverse. En 1862, l'anatomiste Leopold Auerbach avait observé au microscope un vaste réseau de fibres nerveuses entre les parois musculaires. Depuis, les scientifiques ont découvert que l'intestin, comme le cerveau, contient des neurones, plus de 100 millions. Autre point intéressant, les neurones du cerveau intestinal utilisent les mêmes neurotransmetteurs que ceux du cerveau crânien, comme la sérotonine. L'appareil digestif produit 95% de la sérotonine présente dans l'organisme. Un taux élevé de sérotonine dans le cerveau met de bonne humeur et chasse les idées noires. Il est fort probable que la grande quantité de sérotonine produite dans l'abdomen diffuse aussi dans le cerveau. L'intestin, notre deuxième cerveau? Il n'y a pas que du côté du système nerveux. L'intestin abrite des milliards de bactéries. En plus de contribuer à la digestion, elle sécrète des substances qui pourraient aussi agir sur le cerveau via le sang. Des expériences avec des souris ont déjà livré de solides indices qui montrent le lien entre l'intestin et le cerveau. Bien nourries, elles deviennent plus hardies par exemple. Chacun de ces éléments ne constitue pas une preuve, mais devant ce faisceau d'indices, une conclusion s'impose, l'intestin influe sur le cerveau et donc sur le comportement. Moi aussi, j'aimerais bien me transformer par la magie de la nourriture. Professeur Holzer, la nourriture pourrait me changer en superwoman?
Je crois que ce n'est pas pour demain, même si ce n'est pas totalement dénué de fondement, d'après les expériences sur les animaux tout du moins. Si on pouvait obtenir les mêmes résultats sur l'homme, ce qui n'a pas encore été fait, je répondrais oui à votre question. Que sait-on déjà sur les effets de la nourriture sur notre comportement? Lors d'études épidémiologiques de grande ampleur, des volontaires ont été soumis à des régimes alimentaires différents du point de vue de la qualité. Et nous avons constaté que la nourriture a bel et bien un effet sur le comportement humain. On a pu noter de grandes différences au niveau de leur humeur, selon qu'ils avaient une bonne alimentation ou qu'ils mangeaient ce qu'il faut bien appeler des cochonneries. Sur quel type d'état psychique agit-elle? On peut se sentir plus ou moins anxieux. L'anxiété est un trouble très répandu dans la population. On peut être dans un état qui tend plus ou moins vers la dépression. Les expériences sur les souris, tout du moins, montrent clairement qu'on peut observer ce type de modification du comportement. Les variations de comportement, c'est précisément ce que cette installation doit mettre en évidence. Elle va servir de terrain de promenade à 2 souris. La première mange équilibrée, elle est pleine d'assurance et nous flaire avec curiosité. Autour de la seconde, soumise à un régime malbouffe, elle a peur de nous et se cache immédiatement. Ce sont vraiment 2 souris totalement différentes. La deuxième a même fait sous elle. Comment les bactéries peuvent-elles déclencher la peur? C'est l'une des questions centrales de nos recherches. Comment les bactéries de la flore intestinale peuvent-elles communiquer avec le cerveau? Il y a plusieurs possibilités. Les bactéries intestinales sécrètent des substances qui passent dans le sang et peuvent atteindre le cerveau, par exemple. Elles peuvent aussi agir au niveau des liaisons nerveuses entre l'intestin et le cerveau. Elles peuvent influer sur les hormones intestinales qui passent également dans le cerveau, ou encore interagir avec le système immunitaire qui est très développé dans l'appareil digestif. Ce système immunitaire peut envoyer des signaux au cerveau. Tous ces éléments peuvent déclencher des modifications fonctionnelles dans le cerveau. Et pour le savoir, les expériences sur les animaux sont indispensables? On ne peut pas effectuer ces observations sur l'être humain? Non, ce genre d'expérience ne peut pas être mené sur l'homme. Mais il nous faut parvenir à comprendre quels sont les liens entre les différents éléments. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Les expériences sur les animaux sont indispensables pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci. La découverte des liens entre cerveau et intestin, et donc sur le comportement, la santé et la vie, est une découverte assez récente. Oui, autrefois, les connaissances scientifiques étaient beaucoup plus minces, mais l'imagination très fertile. Et chaque culture a inventé ses propres remèdes contre les problèmes intestinaux. Depuis la nuit des temps, la digestion et ses conséquences sur la santé sont une énigme pour l'humanité. Comme les Égyptiens, les Grecs de l'Antiquité pratiquent beaucoup le lavement. En revanche, ils n'attribuent plus aux dieux le déclenchement des maladies ou leur guérison. Hippocrate élabore une doctrine rigoureusement rationnelle. Le corps est composé de 4 humeurs: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Le dérèglement de leur équilibre cause des maladies intestinales qui peuvent notamment entraîner des déséquilibres psychiques. Purger l'intestin permet d'éliminer les humeurs en excès et par conséquent de soigner les troubles de l'âme. Le Moyen-Âge bannit la pensée rationnelle de l'Europe. À Rome, le pape met ses excréments dans un os humain et le jette dans le Tibre. Il espère, en le faisant régulièrement, se débarrasser ainsi de ses problèmes de transit. La Renaissance remet le rationalisme à l'honneur. Les connaissances anatomiques progressent, mais le fonctionnement et les troubles de l'estomac et de l'intestin restent encore très mystérieux pour les savants. Louis XIV, le roi Soleil, souffre après chaque repas de redoutables maux de ventre et de ballonnements. Ses médecins lui prescrivent un puissant laxatif.
une décoction de poudre de serpent, d'encens et de crottin de cheval. Il se précipite aux toilettes jusqu'à 18 fois par jour. Lui aussi se voit administrer des clystères, des centaines au cours de son règne, et toujours en présence de la cour. C'est un accident qui permet la première véritable observation de la digestion. Près du lac Michigan, aux États-Unis, une balle tirée accidentellement traverse les côtes, un poumon et perfore l'estomac d'un homme. Une aubaine pour le médecin William Beaumont. Le blessé se rétablit en gardant un trou dans l'estomac. Le médecin y introduit de la nourriture et observe la digestion en direct. Il est le premier à montrer que le suc gastrique décompose les aliments. Au XXe siècle, on découvre la flore intestinale. Mais les médecins, y voyant d'abord les symptômes d'une maladie, essaient de l'éliminer avec des lavements et des opérations. Il faudra des années pour comprendre qu'elle est indispensable à la digestion. Autre découverte, l'intestin possède un système nerveux qui contrôle ce processus. Des chercheurs constatent aussi que l'intestin et le cerveau échangent des informations. Malgré ces avancées, la digestion garde sa part de mystère. Plus que jamais, les scientifiques s'interrogent sur l'influence de l'intestin sur notre psyché.